Les médecins n'ont pas pu sauver la PDG ou jusqu'à ce qu'un père célibataire pauvre fasse quelque chose de choquant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les médecins n'ont pas pu sauver la PDG jusqu'à ce qu'un père célibataire et sans le sou fasse quelque chose de choquant. 500 des meilleurs médecins du monde. Des millions de dollars dépensés. Chaque traitement a échoué. Chaque spécialiste était déconcerté. Une femme se mourait dans la suite d'hôpital la plus exclusive de Boston. Son corps s'autodétruisait d'une manière que la science médicale ne pouvait expliquer. Et puis, à 3 heures du matin, un homme a frappé à sa porte, tenant un petit bocal en verre. Ce qui s'est passé ensuite allait changer tout ce qu'il pensait savoir sur la guérison, sur la sagesse, et sur qui peut être un héros. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital Saint-Maries fredonnaient leur symphonie monotone habituelle tandis que Jonah Grave se tenait devant la suite 12, son cœur martelant contre sa cage thoracique. Ses mains burinées, calleuses après des années à empoigner des manches de balai et à pousser du matériel de nettoyage industriel, tremblaient légèrement en serrant le petit bocal en verre. Il était 2h47 du matin, un mardi d'octobre. Derrière cette porte se trouvait Eleliana Mercé, PDG d'Ashford Biotech, l'une des femmes les plus puissantes du Massachusetts, mourante. Et lui, un concierge de nuit de 40 ans, était sur le point d'entrer avec quelque chose qui pourrait soit lui sauver la vie, soit le faire arrêter. Son uniforme de concierge lui parut soudain trop serré. Le bocal semblait incroyablement lourd. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais il s'est souvenu. Il s'est souvenu l'avoir observé à travers la porte entr'ouverte la semaine dernière, assise seule à 3 heures du matin, essayant de travailler sur son ordinateur portable malgré les bandages qui entouraient ses mains. Il s'est souvenu du son de ses pleurs, des sanglots profonds et douloureux qui faisaient écho au genre de chagrin qu'il ne connaissait que trop bien. Il s'est souvenu l'avoir entendu murmurer pour elle-même « J'ai bâti mon entreprise pour aider les gens. Maintenant, je ne peux même pas m'aider moi-même. » Jonah leva la main et frappa. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Maria se tenait là. L'assistante d'Eleliana, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier, tirait en un chignon sévère. Ses yeux se plissèrent à l'instant où elle le vit. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était aussi tranchante qu'un scalpel. « C'est une chambre privée. » La gorge de Jonah s'assécha. « Je voulais parler à mademoiselle Mercé. »« À propos de quoi ? Des sols ?» Le ton de Maria suintait le mépris. Elle se positionna carrément dans l'embrasure de la porte, une barrière humaine. « Il est presque 3 heures du matin. Sortez immédiatement ou j'appelle la sécurité. »« Maria, attendez. » La voix de l'intérieur était faible, à peine plus qu'un murmure. « Que voulez-vous » Jonah essaya de voir par-dessus l'épaule de Maria. « Madame, je sais ce dont ça a l'air. »« Oh, j'en suis sûr. » La main de Maria se déplaça vers son téléphone. Un concierge qui se présente au milieu de la nuit avec on ne sait quoi dans un bocal. C'est complètement inapproprié. J'appelle la sécurité tout de suite. S'il vous plaît, dit Jonah, sa voix gagnant en force. Je vois mademoiselle Mercé souffrir depuis des semaines. J'ai vu les médecins échouer les uns après les autres, et j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Maria éclata de rire, un son dur et incrédule qui fit rougir le visage de Jonah. Vous êtes sérieux, là ? Vous avez quelque chose qui pourrait aider ? Vous, un concierge, auriez résolu ce que les plus grands esprits médicaux du monde n'ont pas pu résoudre ? Elle tourna légèrement la tête vers la chambre. Eleliana, c'est absurde. Il essaie probablement de vendre de la poudre de perlimpinpin. La sécurité va ? Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. La mâchoire de Jonah se serra. C'est un remède qui a sauvé la vie de ma fille quand elle avait une maladie qui lui détruisait la peau. Quand les médecins ont baissé les bras. Oh, s'il vous plaît. Chaque charlatan a une histoire. Chaque escroc s'attaque aux personnes désespérées. Eleliana, j'appelle la sécurité maintenant. Cet homme est clairement ? Montrez-moi. Jonah et Maria se tournèrent tous les deux vers le lit. Elelia, tu ne peux pas être sérieuse, protesta Maria, sa voix s'élevant. Cet homme n'est personne. Il nettoie les sols. Il a probablement trouvé cette concoction sur un site complotiste sur Internet. Des lauréats du prix Nobel vous ont examiné, et vous allez écouter ? Montrez-moi ce que vous avez apporté. La voix d'Eleliana était plus forte maintenant, coupant court à l'objection de Maria. Il brandit le petit bocal. À travers le verre, une substance dorée captait la lumière.
c'est un mélange spécifique de calendula, d'avoine colloïdale, de miel brut et d'huile de lavande, mais la clé réside dans la façon dont il est préparé et d'où proviennent les ingrédients. Maria ricana bruyamment. Du miel et de l'avoine. C'est ridicule. Eleliana, votre immunologiste de Harvard a prescrit des traitements biologiques de pointe conçus en laboratoire. Et ce concierge pense que le miel est la réponse. Les traitements biologiques ont failli me tuer, Maria. La déclaration tranquille resta en suspendant l'air. C'est différent, rétorqua Maria. C'était de la vraie médecine, pas une recette de grand-mère d'un homme qui n'a probablement même pas fini le lycée. Les mots firent mouche. Le visage de Jonah s'empourpra davantage, mais il tint bon. Vous avez raison. Je ne suis pas allé à l'université. Je nettoie vos sols et je vide vos poubelles. Sa voix était stable malgré le tremblement de ses mains. Mais j'ai aussi tenu la main de ma femme pendant qu'elle mourait de quelque chose que les médecins ne pouvaient pas soigner. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un s'éteindre pendant que les experts secouent la tête. Et je sais ce que c'est de voir un miracle quand la peau de ma fille a guéri après que tout le monde ait dit que c'était impossible. C'est de la manipulation émotionnelle. Maria se tourna complètement vers le lit maintenant. Il joue sur votre désespoir. Eleliana, s'il te plaît, laisse-moi appeler la sécurité. C'est dangereux. Il pourrait être mentalement instable. Le bocal pourrait contenir n'importe quoi. Maria. La voix d'Eleliana était calme mais empreinte d'une fermeté d'acier. Regarde ses yeux. Quoi? Regarde ses yeux. Regarde ses mains. Maria jeta un coup d'œil dédaigneux à Jonah. Je ne vois pas. Ses mains tremblent, mais pas de peur. D'espoir. Du poids de ce qu'il s'apprête à faire. Il y eut une pause. Puis Eleliana continua, il sait qu'il pourrait perdre son emploi pour ça. Il sait que nous pourrions le faire arrêter, mais il est venu quand même. J'ai vu 1 millier de médecins au cours des 6 dernières semaines, Maria. Chacun d'eux m'a regardé comme une énigme à résoudre, comme un défi à leur ego, comme une étude de cas pour une revue médicale. Une autre pause. Cet homme, il me regarde comme une personne qui souffre. Ça ne veut pas dire que son bocal de mixture va aider. La voix de Maria se brisa légèrement. Dites-moi, dit Eleliana à Jonah, pourquoi êtes-vous vraiment venu ici ce soir? Jonah croisa ses yeux gonflés, à peine visibles. Même de l'autre côté de la pièce, il pouvait voir les plaques rouges et boursouflées qui couvraient son visage, les squames qui avaient remplacé ce qui était autrefois une belle peau. Mais il pouvait aussi voir autre chose, une lueur d'espoir désespérée. Parce que je n'arrivais plus à dormir, dit-il doucement, en sachant que j'avais peut-être quelque chose qui pourrait aider et que je ne faisais rien. Parce que chaque soir, quand je nettoie ce sol, je vous entends pleurer quand vous pensez que personne n'écoute. Il déglutit difficilement. Parce que je sais ce que c'est de se sentir impuissant, madame. Et je ne souhaiterais ça à personne. Il y a 5 ans, Jonah Grave avait été un homme différent. Il travaillait dans la construction le jour, rentrait chez lui auprès de sa femme enceinte, Emma, le soir, et rêvait de la famille qu'il construisait. Ils avaient choisi des prénoms, peint la chambre de bébé en jaune pâle, se disputaient gentiment pour savoir si leur fille aurait ses yeux ou les siens. Puis Emma a commencé le travail, et tout a changé. Les complications ont commencé modestement, juste quelques saignements inhabituels. Puis sa tension artérielle a grimpé en flèche. Puis ses organes ont commencé à défaillir un par un. Les médecins ont fait des tests, administré des traitements, fait appel à des spécialistes. Rien n'a fonctionné. C'était comme si son corps s'était retourné contre lui-même d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle avait tenu le bébé Sienna une fois, juste une fois. Assez longtemps pour murmurer « Prends soin de notre fille » avant que la machine ne se mette à hurler. Jonah avait enterré sa femme un mardi, et avait commencé son travail de concierge de nuit le lundi suivant. Il avait besoin de l'assurance maladie pour Sienna. Besoin du salaire régulier. Besoin de continuer à avancer, car s'il s'arrêtait, le chagrin l'engloutirait tout entier. « Madame, si ça ne vous dérange pas que je demande, » dit Jonah maintenant, toujours debout dans l'embrasure de la porte avec Maria qui le fusillait du regard. « Depuis combien de temps êtes-vous malade ?» La voix d'Eleliana était rauque. 6 semaines. Ça a commencé par une éruption cutanée sur mes bras, une irritation mineure. Je pensais que c'était le stress, peut-être une réaction allergique à un nouveau savon. Un rire amer. En quelques jours, ça s'est propagé. Maintenant, 60% de mon corps est couvert. La douleur est indescriptible. Comme si ma peau était en feu chaque seconde de chaque jour. Et les médecins?
500 consultations, des spécialistes de la Mayo Clinic, de Johns Hopkins, des médecins de Suisse, du Japon, d'Australie. Sa voix se brisa. 43 traitements différents. Chacun n'a rien fait ou a empiré mon état. Les stéroïdes ont bloqué mes reins. Les immunosuppresseurs ont déclenché des crises d'épilepsie. De simples antihistaminiques m'ont envoyé en choc anaphylactique. Maria intervint, sa voix sur la défensive. Nous avons tout essayé. Les meilleurs esprits du monde l'ont examiné. Ce n'est pas quelque chose qu'un concierge avec un bocal d'ingrédients de cuisine peut régler. Mais Jonah avait cessé d'écouter Maria. Il se souvenait. Sienna avait 6 mois quand l'eczéma a commencé. De minuscules plaques rouges sur ses joues qui se sont étendues en quelques jours pour couvrir tout son corps. Elle hurlait toute la nuit, la peau de son bébé à vif et saignante là où elle l'avait grattée. Le pédiatre avait prescrit des crèmes à base de stéroïdes qui n'avaient rien fait. Le dermatologue avait suggéré des régimes d'élimination, des laits maternisés spéciaux, tout ce qui était hypoallergénique. Rien n'a fonctionné. Jonah était au bout du rouleau, épuisé par les cris de Sienna, par les nuits blanches, par le spectacle de la souffrance de sa fille, quand sa voisine âgée, Marin, avait frappé à sa porte. Marin avait 80 ans, une immigrante polonaise qui vivait à leur étage depuis 40 ans. Elle avait entendu Sienna pleurer à travers les murs. Ma grand-mère avait un remède, avait-elle dit avec son fort accent, en glissant une fiche jaunie dans la main de Jonah. Pour la peau que la médecine ne peut pas aider. Essayez. Désespéré, Jonah avait essayé. La recette était spécifique. Extrait de calendula de fleurs cultivées en sol alcalin, avoine colloïdale moulue à une finesse exacte, miel brut d'abeille qui se nourrissait de fleurs sauvages spécifiques et huile de lavande. Mais pas n'importe quelle huile de lavande. Elle devait provenir de plantes cultivées dans un sol riche en minéraux avec des niveaux de pH particuliers. Marin avait également été catégorique sur la méthode de préparation. Les ingrédients devaient être combinés à des températures exactes, dans un ordre spécifique, et cela devait être préparé pendant une nouvelle lune, ce que Jonah avait considéré comme de la superstition, mais il avait suivi chaque instruction à la lettre. En 3 jours, la peau de Sienna avait commencé à guérir. En 1 semaine, elle était complètement nette. Le pédiatre était déconcerté. Le dermatologue n'avait aucune explication. Jonah avait gardé cette fiche dans son portefeuille depuis lors. Un rappel que parfois, les réponses viennent d'endroits inattendus. C'est insensé. La voix de Maria ramena Jonah au présent. « Et Léliana, tu vas confier ta vie au remède maison d'un concierge? Que dira le conseil d'administration? Que dire à l'équipe médicale quand ils le découvriront? Qu'ont-ils fait pour moi, Maria ?» Il y avait de l'acier dans la voix faible d'Eleliana maintenant. 500 médecins, des millions de dollars, et je suis toujours en train de mourir. Ma peau est en feu chaque seconde de chaque jour. Je n'ai pas dormi depuis 3 semaines. J'ai 35 ans, et je planifie mes funérailles. Le silence emplit la pièce. Parlez-moi de la maladie de votre fille, dit Eleliana à Jonah. Alors, il le fit. Il expliqua l'eczéma de Sienna, les traitements infructueux, le remède de Marin, les ingrédients spécifiques et pourquoi ils étaient importants. Il parla des propriétés anti-inflammatoires du calendula, du fait que l'avoine colloïdale était en fait approuvée par la FDA pour traiter les affections cutanées, de la façon dont le miel brut fournissait des effets antimicrobiens. Maria arpentait la pièce, ricanant et levant les yeux au ciel périodiquement. Mais Eleliana écoutait attentivement, son esprit scientifique s'engageant malgré sa douleur. L'huile de lavande, dit lentement Eleliana, vous avez mentionné des conditions de sol spécifiques, riches en minéraux avec des niveaux de pH particuliers, cela pourrait théoriquement affecter la composition chimique des huiles essentielles produites par la plante. Tu envisages réellement ça? Maria était stupéfaite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à envisager? La voix d'Eleliana s'éleva légèrement. Une autre équipe de Berlin qui me dira qu'ils n'ont jamais rien vu de tel? Plus de stéroïdes qui bloquent mes organes? Plus de nuits à me demander si je me réveillerai demain? Mais il n'est personne. Maria désigna l'uniforme de Jonah, son visage rouge de frustration. Et peut-être, dit lentement Eleliana, chaque mot délibéré, que c'est exactement pour ça qu'il peut voir ce que tout le monde a manqué. Parfois, la réponse n'est pas de rendre les choses plus complexes. Parfois, c'est de se souvenir de la simplicité. Jonah posa doucement le bocal sur la table de chevet. Ses mains avaient cessé de trembler. Je vais le laisser ici, madame. Les instructions sont collées sur le côté. Si vous décidez de ne pas l'utiliser, je comprends tout à fait. Je devais juste essayer.
Il se tourna pour partir. Attendez. Jonah s'arrêta, la main sur le cadre de la porte. Si je l'utilise, reviendrez-vous demain soir pour voir si ça a fonctionné? Maria émit un son d'exaspération totale, mais Jonah l'ignora. Oui, madame, dit-il simplement. Je reviendrai. Après le départ de Jonah, Maria se lança immédiatement dans une tirade. C'est la chose la plus irresponsable que tu aies jamais faite. Un concierge et Leliana, un parfait inconnu avec un bocal d'on ne sait quoi. Les médias vont s'en donner à cœur joie s'ils découvrent que la PDG d'une entreprise pharmaceutique a eu recours à... La voix d'Eleliana coupa court à la diatribe. Dans toutes tes préoccupations concernant les apparences, les protocoles et ce que les gens penseront, as-tu remarqué quelque chose? Quoi? Il n'a jamais demandé d'argent. Il n'a jamais mentionné de récompense. Il ne m'a même pas demandé de l'essayer. Il l'a juste laissé ici et a dit qu'il comprendrait si je ne l'utilisais pas. Maria se tut, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. 500 médecins, et pas un seul ne m'a regardé comme cet homme vient de le faire. Comme si j'étais une personne, pas un mystère médical, pas un défi à leur réputation. Juste une personne qui souffre. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip doux des moniteurs. Je vais l'essayer, et Leliana. Juste une petite quantité sur une parcelle de peau. Si ça empire les choses, nous le saurons immédiatement. Mais si ça aide, Maria, si ça aide ne serait-ce qu'un peu? Cette nuit-là, malgré les protestations continues de Maria, Leliana appliqua soigneusement une petite quantité du remède sur une parcelle de peau affectée de son avant-bras. La texture était lisse, l'odeur douce, de lavande et de miel. En quelques minutes, la sensation de brûlure incessante commença à s'atténuer. Pas beaucoup, juste assez pour être perceptible. Au matin, quelque chose de remarquable s'était produit. Les plaques rouges et enflammées sur cette petite parcelle s'étaient calmées pour devenir roses. Les squames s'étaient ramollis, et pour la première fois en 6 semaines, cette section de peau ne donnait pas l'impression d'être tenue au-dessus d'une flamme nue. Maria regarda le bras d'Eleliana en état de choc. C'est probablement une coïncidence. Une amélioration spontanée. Ces choses arrivent. Mais sa voix manquait de conviction. Quand Jonah revint la nuit suivante, poussant son chariot de nettoyage dans l'aile de la direction, il avait l'estomac noué. Le remède avait-il fonctionné? Avait-il empiré les choses? La sécurité l'attendrait elle pour le raccompagner à la sortie? Il frappa doucement à la porte de la suite 12. Cette fois, Maria ouvrit sans hostilité. Son expression était complexe. De la confusion, de l'émerveillement, et quelque chose qui aurait pu être le début du respect. Elle veut vous voir, dit Maria doucement en s'écartant. Jonah entra. Leliana était légèrement assise dans son lit, et même de l'autre côté de la pièce, il pouvait voir la différence. La parcelle de peau où elle avait appliqué le remède semblait considérablement mieux. Ça a marché, dit Leliana, sa voix plus forte que la nuit précédente. Monsieur Grave, ça a vraiment marché. Jonah, dit-il automatiquement. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Jonah. Jonah, sourit-elle. Le premier vrai sourire que Maria voyait depuis des semaines. Je l'ai appliqué sur de plus grandes zones ce matin. Même résultat. La douleur est moindre. La brûlure a cessé à ces endroits. C'est comme si ma peau se souvenait comment être de la peau à nouveau. Au cours des 3 jours suivants, l'amélioration fut indéniable. Le remède que 500 médecins n'avaient pas réussi à fournir venait du portefeuille d'un concierge, écrit sur une fiche jaunie par une vieille femme polonaise qui l'avait appris de sa grand-mère. Maria, forcée de reconnaître ce qu'elle voyait, devint une alliée improbable. Elle aida à documenter la guérison, assura une application cohérente du remède et fit même des recherches sur la base scientifique expliquant pourquoi cela pourrait fonctionner. « Je vous dois des excuses », dit Maria à Jonah la 4e nuit. « Je vous ai jugé, je vous ai méprisé, j'ai failli vous faire arrêter pour avoir essayé d'aider. » « Vous la protégiez, » dit simplement Jonah. « Je comprends ça. » « Non, secoua la tête Maria. « Je protégeais mes préjugés. Ma croyance que la sagesse ne vient que des personnes ayant les bons diplômes, les bonnes qualifications, les bons postes. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous m'avez appris quelque chose d'important. Parfois, la réponse ne se trouve pas chez les gens auxquels on s'attend. » À mesure que l'état d'Eleliana s'améliorait, autre chose commença à se produire. Pendant ses tournées de nettoyage nocturne, Jonah s'arrêtait dans sa chambre, juste pour quelques minutes au début, pour vérifier ses progrès, pour ajuster l'application du remède en fonction des zones qui nécessitaient plus d'attention.
Mais les conversations commencèrent à s'allonger. 5 minutes devinrent 10. 10 devinrent 30. Bientôt, Jonah passait sa pause assis sur la chaise à côté du lit d'Eleliana, parlant de tout et de rien. Elle a appris sa vie, la mort d'Emma et le mystère médical qui l'avait emporté. Elle a appris l'existence de Sienna, 4 ans, qui adorait dessiner et posait sans cesse des questions sur la façon dont les nuages restaient dans le ciel. Sur sa mère, qui gardait Sienna pendant ses quarts de nuit mais vieillissait, devenait plus fatiguée. Sur le poids d'être un père célibataire, de faire un travail qui épuisait son corps pour subvenir aux besoins de sa fille. Il a appris sa vie à elle aussi. Comment elle avait bâti Ashford Biotech à partir de rien. La pression d'être une femme PDG dans une industrie dominée par les hommes. La solitude au sommet, où tout le monde voulait quelque chose de vous mais peu vous voyait vraiment. Ses rêves de rendre la médecine accessible, de financer la recherche sur des maladies que les sociétés pharmaceutiques ignoraient parce qu'elles n'étaient pas assez rentables. J'ai été tellement concentrée sur le fait d'aider les gens à grande échelle, dit-elle une nuit, que j'ai oublié ce que ça fait d'être aidé en tant que personne, pas en tant que PDG ou étude de cas, juste en tant que quelqu'un qui souffre. Parfois, on se perd tellement dans la vue d'ensemble qu'on oublie que ce sont les petits moments qui comptent vraiment, répondit Jonah. Maria observait ces conversations de minuit depuis l'embrasure de la porte. Elle a vu sa patronne rire pour la première fois depuis des mois. Elle a vu la dirigeante isolée devenir quelqu'un de plus doux, de plus ouvert. Et elle a vu Jonah, cet homme qu'elle avait rejeté comme un moins que rien, la traiter avec une douceur qui n'avait rien à voir avec son argent ou sa position. Un soir, alors que Jonah partait, Maria le prit à part. « Elle est en train de tomber amoureuse de vous, » dit Maria sans détour. « Vous le savez, n'est-ce pas ?» Le visage de Jonah s'empourpra. « Je suis juste ? Nous parlons, c'est tout. » Jonah. La voix de Maria était douce maintenant. « Je travaille pour Eleliana depuis 8 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme elle vous regarde, et je ne l'ai certainement jamais vu rire comme elle le fait quand vous êtes là. C'est une PDG. Je suis un concierge. Ces mots ne se mélangent pas. Ce ne sont que des étiquettes. Et peut-être qu'il est temps que vous arrêtiez tous les deux de laisser les étiquettes définir ce qui est possible. » En décembre, la peau d'Eleliana avait suffisamment guéri pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital. Les médecins étaient déconcertés, mais ne pouvaient contester les résultats. Son cas serait étudié pendant des années. La maladie mystérieuse que des centaines de spécialistes n'avaient pu résoudre, guérie par un simple remède. La veille de son départ, Eleliana demanda à Jonah de la retrouver dans le jardin de l'hôpital. Il faisait froid, mais elle voulait de l'air frais, voulait sentir le vent sur sa peau sans douleur pour la première fois depuis des mois. Maria vint aussi, se tenant à une distance respectueuse tandis que Jonah et Eleliana s'asseyaient sur un banc entouré de parterres de fleurs en dormance. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit Eleliana, son souffle visible dans l'air de décembre. « Vous vous êtes sauvée vous-même en étant assez courageuse pour faire confiance à quelqu'un que vous aviez toutes les raisons de rejeter. » « Je ne veux pas que ça se termine, » dit Eleliana doucement. « Ces conversations, vous voir tous les soirs. Je sais que c'est compliqué. Je sais que nos vies sont complètement différentes, mais j'aimerais vous revoir en dehors de ces murs, si vous le vouliez. » Le sourire d'Eleliana était radieux. « J'aimerais beaucoup ça. » Leur premier rendez-vous eut lieu dans un petit café du centre-ville de Boston. Eleliana arriva sans vêtements de marque, sans maquillage pour se cacher, juste elle. Jonah portait sa plus belle chemise, nerveux comme il ne l'avait pas été depuis le lycée. Ils furent tous les deux maladroits au début, butant sur les mots, incertains de la façon d'agir en dehors du rythme familier des conversations de chambre d'hôpital. Mais Eleliana éclata de rire à l'une des histoires de Jonah sur Sienna, essayant d'apprendre au vieux chat de leur voisin à rapporter des objets, et la tension se brisa. Ils parlèrent pendant 3 heures. Le personnel du café commença à nettoyer autour d'eux. Aucun d'eux ne le remarqua. Leur deuxième rendez-vous eut lieu dans une librairie. Eleliana insista, disant qu'elle voulait acheter des livres d'images pour Sienna. Elle passa 40 minutes à sélectionner soigneusement des histoires de filles courageuses et d'esprits curieux, posant à Jonah des questions détaillées sur ce que sa fille aimerait. En la regardant feuilleter des livres pour enfants avec un soin si sincère, Jonah sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ce n'était pas la puissante PDG. C'était juste une femme qui voulait rendre une fillette de 4 ans heureuse. « Vrai ?» Il hésita. « Voudrais-tu la rencontrer, Sienna ? Je veux dire, sans pression. C'est juste ? Oui. » La réponse d'Eleliana fut immédiate. « J'adorais. » Le samedi suivant,
Eleliana arriva à l'appartement modeste de Jonah dans un quartier de classe moyenne à 40 minutes du centre-ville de Boston. Elle tenait un lapin en peluche et un ensemble de peintures à l'aquarelle, des cadeaux qu'elle avait choisis avec angoisse pendant des jours, terrifiée de se tromper. Sienna jeta un coup d'œil derrière la jambe de Jonah, les yeux grands ouverts et curieux. Eleliana s'agenouilla à son niveau, se faisant plus petite, moins intimidante. « Salut, Sienna. Ton papa m'a dit que tu aimais dessiner. J'ai apporté des peintures. Tu veux me montrer ce que tu peux faire ?» Pendant un long moment, Sienna se contenta de la fixer. Puis, lentement, elle sortit de derrière la jambe de Jonah. « Tu sais peindre des nuages ?» demanda Sienna de sa petite voix. « Je ne suis pas très douée, admit Eleliana. Mais peut-être que tu pourrais m'apprendre. » Cet après-midi-là, depuis sa petite cuisine, Jonah regarda Eleliana et sa fille assises sur le sol du salon, entourées de papier et de peinture. Eleliana interrogeait Sienna sur chaque dessin avec un intérêt sincère, pas l'attention polie que les adultes accordent parfois aux enfants, mais une vraie curiosité. « Celui-ci, c'est papa », expliqua Sienna en montrant un bonhomme allumette avec un grand sourire. « Et ça, c'est moi, et ça ?» Elle hésita, jetant un regard timide à Eleliana. « Ça pourrait être toi si tu veux. » Les yeux d'Eleliana brillèrent. « J'adorais ça. » Au cours des mois suivants, Eleliana s'intégra dans le tissu de leur petite famille. Elle emmena Sienna à l'aquarium, expliquant patiemment chaque créature tandis que Sienna pressait son visage contre la vitre avec émerveillement. Ils allèrent dans des parcs où Eleliana poussait Sienna sur les balançoires, et Jonah les regardait toutes les deux, le cœur plein d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis Emma. Les soirées cinéma devinrent une tradition. Tous les trois se serraient sur le vieux canapé de Jonah, partageant du pop-corn. Sienna finissait par s'endormir entre eux. Eleliana soulevait alors doucement la tête de Sienna sur ses genoux, lui caressant les cheveux avec une tendresse qui serrait la gorge de Jonah. Un soir, alors que Jonah mettait Sienna au lit, sa fille le regarda avec des yeux sérieux. « Papa » murmura-t-elle. « Est-ce qu'Ellie va être ma nouvelle maman ?» Le souffle de Jonah se coupa. « Tu voudrais ça, ma chérie ?» Sienna hocha vigoureusement la tête. « Elle est gentille et elle connaît les nuages et elle ne part pas même quand je lui pose 1 million de questions. » Après que Sienna se soit endormie, Jonah trouva Eleliana dans le salon. Il lui raconta ce que Sienna avait demandé. Eleliana resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça. Une famille. J'étais toujours trop occupée, trop concentrée sur l'entreprise. Je me disais que je n'en avais pas besoin. Mais ensuite, je vous ai rencontrés, toi et Sienna, et j'ai réalisé que je n'étais pas trop occupée. J'attendais juste les bonnes personnes. » Eleliana les invita chez elle le week-end suivant. Une immense maison dans une banlieue huppée de Boston. Les yeux de Sienna s'écarquillèrent alors qu'ils franchissaient les portes. « Tu habites dans un château » souffla Sienna. Eleliana rit. « C'est trop grand juste pour moi. Des maisons comme ça ont besoin de famille. Elles ont besoin de rire, de projets artistiques salissants et de gens qui y vivent vraiment, pas seulement qui y dorment entre 2 journées de travail. » La mère de Jonah vint leur rendre visite un après-midi. La femme qui s'était occupée de Sienna pendant les quarts de nuit de Jonah, épuisée mais aimante, observa Eleliana interagir avec sa petite fille, vit à quel point elle s'accordait naturellement. Plus tard, alors qu'Eleliana montrait le jardin à Sienna, la mère de Jonah le prit à part. « Elle te regarde comme Emma le faisait », dit sa mère doucement. « Avec un amour vrai, pas le genre d'amour qui dépend de ce que tu peux offrir ou de qui tu es sur le papier. Le genre qui voit ton âme. » « Ça semble trop beau pour être vrai », admit Jonah. Comme si j'allais me réveiller et réaliser que ce n'était qu'un rêve. Sa mère lui toucha doucement la joue. « Alors, arrête d'attendre de te réveiller. Commence à le vivre. » 6 mois après leur premier rendez-vous, Jonah et Eleliana se marièrent dans le jardin de l'hôpital où tout avait commencé, où Jonah avait pour la première fois tenu un petit bocal et où Eleliana avait pour la première fois choisi de faire confiance. C'était une petite cérémonie. Des amis proches, le personnel de l'hôpital qui avait été témoin du miracle, la mère de Jonah au premier rang épongeant ses yeux avec un mouchoir, et Sienna vêtue de blanc en tant que demoiselle d'honneur, serrant son lapin en peluche et rayonnant de joie. Maria se tenait comme témoin, secouant parfois encore la tête avec étonnement devant le chemin qui les avait menés ici. Alors qu'Eleliana avançait dans l'allée improvisée, sa peau complètement guérie et éclatante de bonheur, Jonah sentit des larmes lui piquer les yeux. Le concierge et la PDG, des mondes qui n'étaient pas censés se toucher, et encore moins fusionner. Mais il l'avait fait,
Parce que parfois, l'amour ne se soucie pas des étiquettes, des attentes ou de ce que la société dit qu'il devrait être. Les vœux étaient simples mais puissants. Tu m'as vu quand j'étais invisible, dit Eleliana, sa voix stable. Tu m'as aidé quand je n'avais rien à offrir en retour. Tu m'as appris que la force ne réside pas dans le pouvoir ou le contrôle. Elle réside dans le courage de se soucier des autres, même quand cela pourrait tout vous coûter. La voix de Jonah était pleine d'émotion. Tu m'as appris que les murs peuvent tomber, que des mondes différents peuvent n'en faire qu'un. Que l'amour ne voit pas les titres de poste ou les comptes en banque. Il ne voit que les cœurs. Et ton cœur est la plus belle chose que j'ai jamais connue. Embrasse-la, papa, cria Sienna, incapable de se contenir, et la petite assemblée éclata de rire. Jonah le fit, et alors que tout le monde applaudissait, Maria s'avança pour son discours. Il y a 6 mois, commença Maria, sa voix portant à travers le jardin, j'ai failli appeler la sécurité pour cet homme. Je voyais un concierge, quelqu'un d'inférieur à nous, quelqu'un qui n'avait rien à faire dans cette chambre, et certainement pas à suggérer qu'il pourrait aider là où des esprits brillants avaient échoué. Elle marqua une pause, regardant Jonah avec une chaleur non dissimulée. J'avais tellement tort que j'en ai honte, mais cela m'a aussi appris la leçon la plus importante de ma vie. La sagesse ne se présente pas toujours sous l'emballage attendu. Parfois, les solutions les plus extraordinaires viennent des personnes les plus ordinaires qui ont le courage de se soucier des autres. Elle leva son verre. Jonah a rendu sa vie à Eleliana. Et Eleliana a donné à Jonah et Sienna quelque chose de magnifique aussi. Une famille complétée. Trinquons au-delà des étiquettes. Trinquons au courage. Trinquons à l'amour qui défie les attentes. Alors que la petite réception se poursuivait, Eleliana trouva un moment tranquille avec Jonah. « Tu te souviens de ce que tu as dit cette première nuit ?» demanda-t-elle. « Dans ma chambre d'hôpital ?» J'ai dit beaucoup de choses. La plupart devaient sembler folles. Tu as dit que tu n'arrivais plus à dormir, en sachant que tu avais peut-être quelque chose qui pourrait t'aider et que tu ne faisais rien. Elle prit sa main. Ce courage a changé ma vie. Pas seulement à cause du remède, mais parce que tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Ce n'est pas d'avoir du pouvoir. C'est d'utiliser ce que tu as pour aider quelqu'un d'autre. Même quand le monde te dit que tu n'es pas assez. Je ne suis toujours qu'un concierge, dit doucement Jonah. Non, secoua la tête Eleliana. Tu es l'homme qui a refusé de laisser les étiquettes définir ce qu'il pouvait donner. Tu es le père qui travaille de nuit pour que sa fille ait tout ce dont elle a besoin. Tu es la personne qui a vu la souffrance et n'a pas pu s'en détourner. Elle sourit. Et maintenant, tu es mon mari. C'est toute la définition dont tu as besoin. Leur vie ensemble devint quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait imaginé possible. Eleliana continua de diriger Ashford Biotech, but différemment maintenant, plus présente, plus ancrée. Se souvenant que le but du travail était toujours les gens qu'il servait, elle commença à financer la recherche sur des maladies rares que les grandes entreprises pharmaceutiques ignoraient, se souvenant de ce que c'était que d'être la patiente que tout le monde abandonnait. Jonah s'inscrivit à des cours du soir, poursuivant les études qu'il n'avait jamais eu la chance de terminer. Eleliana le soutenait, non pas avec de l'argent, mais avec sa confiance, étudiant avec lui à la table de la cuisine après que Sienna soit allée au lit, célébrant chaque examen réussi, chaque étape franchie. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Une fois par mois, il faisait du bénévolat à l'hôpital, travaillant aux côtés du personnel d'entretien, se rappelant que la dignité n'est pas définie par un titre. Sienna s'épanouit. Elle avait une figure maternelle qui assistait à chaque pièce de théâtre de l'école, qui l'aidait avec ses projets de science, qui écoutait ses questions sans fin sur pourquoi le ciel changeait de couleur. Et elle avait un père qui lui montrait chaque jour que la vraie force réside dans le caractère, pas dans les diplômes. Leur famille, née de circonstances impossibles, est devenue quelque chose de magnifique. La preuve vivante que la guérison exige de regarder au-delà des titres pour trouver des cœurs sincères. Que l'amour vous trouve dans les endroits les plus inattendus. Que parfois, la personne qui nettoie vos sols pourrait non seulement vous sauver la vie, mais devenir votre monde entier. L'histoire de Jonah Grave et d'Eleliana Mercé se répandit au-delà de Boston, devenant plus qu'un mystère médical résolu. Elle devint un rappel que les miracles ne viennent pas toujours dans des emballages coûteux. Que la sagesse peut être écrite sur des fiches jaunies. Que les qualités les plus importantes, le courage, la compassion, la volonté d'essayer quand les autres ont abandonné, n'ont rien à voir avec des diplômes sur les murs ou des zéros sur les comptes en banque. Cela a rappelé à tout le monde que dans notre empressement à trouver des solutions complexes, nous passons parfois à côté de la simple vérité. La guérison commence lorsque nous sommes assez courageux pour voir au-delà de l'étiquette de quelqu'un et voir à la place qui il est vraiment.
D'une chambre d'hôpital à 3 heures du matin à une famille bâtie sur le courage et l'amour, leur histoire a prouvé que parfois, les choses les plus extraordinaires se produisent lorsque des gens ordinaires refusent d'accepter que l'extraordinaire est hors de leur portée.